Ils ont ri lorsque l'homme noir âgé a pris le micro, jusqu'à ce qu'il récite les informations secrètes au tribunal. Le palais de justice était inhabituellement bondé ce matin-là. Les journalistes s'alignaient au dernier rang, la sécurité était doublée et des murmures emplissèrent l'air comme des parasites avant un coup de foudre. La tension était telle qu'elle aurait pu être tranchée. Au centre de la tempête, à peine visible derrière la montagne de regards et de murmures, était assis un garçon de 17 ans nommé Kendall Ricks. Il était enchaîné au poignet, vêtu d'une chemise d'état trop grande, qui le faisait paraître plus petit, plus jeune et plus fragile. Sa peau était un peu plus pâle que d'habitude, épuisée par des nuits blanches et le goût amer de la trahison. Ses yeux, autrefois écarquillés par la curiosité adolescente, n'exprimaient plus que l'incrédulité, de larges et froides lueurs de confusion qui ne cessaient de poser la même question. Comment en est-on arrivé là? Il était assis tranquillement à la table des accusés, entouré d'un avocat commis d'office qui ressemblait davantage à un professeur remplaçant qu'à un avocat prêt à se battre. La cravate de l'homme était de travers, sa serviette usée jusqu'au bord, et les cernes sous ses yeux trahissaient l'histoire d'un homme luttant contre une machine trop imposante pour être affronté. Le langage corporel de Kendall trahissait tout. Épaules affaissées, doigts tremblants. Un léger rebond dans sa jambe qui refusait de rester immobile. Il ressemblait à un garçon attendant de se réveiller d'un cauchemar qu'il n'avait pas sollicité, pris dans une crucifixion légale, enveloppé dans un théâtre patriotique. L'accusation portée contre lui était incroyable. Tentative d'assassinat du sénateur Gregory Harlan. Pas un sénateur d'État, pas un fonctionnaire local, mais le Gregory Harlan, un homme dont le visage apparaissait chaque soir sur les chaînes nationales, dont les ambitions politiques étaient aussi criantes que terrifiantes. Ancien général à la mâchoire saillante et au cœur impitoyable, Harlan avait gravi les échelons grâce à des promesses de sécurité nationale et de réforme, tout en construisant un réseau si étroitement lié à l'argent des entreprises et aux intérêts militaires que tirer un seul fil suffirait à faire s'effondrer un empire. On disait que Kendall avait été recruté par une cellule militante clandestine. Il disait qu'il avait été radicalisé en ligne, entraîné par des hommes au passé sombre et aux objectifs encore plus sombres. Ils affirmaient qu'il avait introduit une arme clandestinement lors d'un rassemblement électoral dans le centre-ville de Phoenix, s'était positionné à quelques mètres de Harlan avant d'être interpellé par la sécurité. Des photos furent diffusées à la presse, une image floue de Kendall dans la foule, un arrêt sur image d'une arme à feu confisquée et le témoignage opportun d'un informateur confidentiel. La nation observait et jugeait, tandis que le système aiguisait sa lame. Mais la vérité était bien plus simple et plus sinistre. Kendall Ricks n'avait jamais touché une arme de sa vie. Il ignorait qui étaient les hommes enfermés dans la cellule. Il avait passé le plus clair de son temps à réviser pour les examens de fin d'études secondaires et à s'occuper de sa mère, qui souffrait d'arthrite chronique et cumulait 2 emplois pour pouvoir payer ses médicaments. Son casier judiciaire était vierge, son assiduité impeccable et son silence au tribunal assourdissant. La véritable raison de son procès n'était pas sa menace, c'était ce qu'il savait. Ou plus précisément, ce que son défunt père avait découvert avant sa mort subite. Lorsque le juge Ramsey Billings entra et frappa du marteau, la salle d'audience reprit son cours. Billings avait un visage de statue, dur, symétrique et sans chaleur. Sa robe le drapait comme un costume qu'il portait avec trop de fierté, et sa réputation n'était un secret pour personne. Nommé par une ancienne administration criblée de manquements à l'éthique, Billings était connu pour favoriser l'accusation, surtout lorsque l'affaire concernait des accusés pauvres et de couleur. Derrière son ton poli et son jargon juridique se cachait un homme profondément ancré dans l'appareil politique. Et aujourd'hui, il ne se contentait pas de superviser un procès, il protégeait quelque chose. À la droite du juge était assis Vaughn Dellington, procureur fédéral, l'enfant chéri du contentieux fédéral. Dellington avait bâti sa carrière en escaladant des corps brisés et des réputations ruinées,
avec ses cheveux lissés en arrière, son costume à 1000 $ et l'assurance d'un homme qui obtenait toujours ce qu'il voulait, il incarnait non pas la justice, mais l'ambition. Il avait poursuivi des criminels de guerre, des PDG d'entreprises technologiques et des espions étrangers, mais ses méthodes étaient aussi tortueuses que son sourire. C'était le genre d'homme capable de mentir avec une telle force qu'ils entraient dans l'histoire. Les plaidoiries d'ouverture commencèrent sans cérémonie. Dellington dépeignit Kendall comme un extrémiste local, un jeune corrompu par la propagande en ligne. Il cita des messages de forums horodatés dont certains n'avaient jamais été lus par Kendall. Il fit référence à des discussions de groupes cryptés que l'avocat commis d'office de Kendall n'avait pas été autorisé à consulter intégralement. Preuves, images de surveillance, traces numériques, tout cela était présenté avec une assurance qui décourageait tout examen. L'avocat commis d'office s'opposa à 2 reprises. Les 2 furent rejetés. Les journalistes griffonnèrent. Les caméras cliquèrent. Du balcon, au-dessus, des observateurs du gouvernement étaient assis en costume repassé, l'expression indéchiffrable. Quelques-uns portèrent des écouteurs, communiquant par de subtils hochements de tête et des chuchotements. Chaque personne présente dans cette salle participait à quelque chose de plus vaste qu'un procès. C'était du théâtre, un théâtre soigné et dangereux, et Kendall était l'offrande sacrificielle. Mais ce que personne dans la salle d'audience ne comprenait pleinement, du moins pas encore, c'est que cette affaire ne concernait pas Kendall. Elle concernait Terence Ricks. 2 semaines avant la tentative d'assassinat présumée, le père de Kendall avait contacté une vieille connaissance, un homme que la plupart des gens croyaient mort ou hors réseau, Walter Kane. Des années auparavant, Kane avait été lanceur d'alerte au sein du ministère de l'Énergie, dénonçant un réseau de blanchiment d'argent qui redirigeait les dons de campagne vers des contrats de sécurité privée. L'un des principaux bénéficiaires de ce stratagème avait été le sénateur Harlan, alors qu'il était commandant militaire. Kane avait disparu peu après la fin du scandale, vivant apparemment dans un hangar rural près de la frontière du Colorado. Mais Walter Kane ne se cachait plus. Lorsque Terence s'est présenté à sa porte, épuisé et effrayé, il portait sur lui une clé USB cryptée contenant de nombreuses preuves, transactions bancaires, notes internes, enregistrements de surveillance et correspondances secrètes, impliquant non seulement Harlan, mais aussi un réseau de hauts fonctionnaires et d'intérêts privés. Ces informations auraient pu faire dérailler une campagne présidentielle, faire s'effondrer une commission sénatoriale et déclencher des inculpations contre plusieurs agences. Terence avait l'intention de divulguer le disque dur à la presse. Mais 2 jours après avoir quitté la cachette de Kane, sa voiture a dérapé d'un pont autoroutier. Les rapports officiels ont parlé d'un accident bizarre. Pas de drogue, pas d'alcool, juste un pneu crevé et une chute tragique. Mais Kane savait qu'il n'y avait rien de tel. Kendall aussi. Après la mort de son père, Kendall est rentré chez lui et a trouvé la maison saccagée. Tiroirs renversés, disque dur manquant, le chien de la famille empoisonné. 1 semaine plus tard, il a été arrêté pendant le rassemblement. Aucune arme n'a été retrouvée sur lui, seulement dans une poubelle à proximité, suffisamment près pour simuler la culpabilité. Et du jour au lendemain, il est devenu l'incarnation du terrorisme domestique. Assis dans la salle d'audience, Kendall a jeté un coup d'œil au jury. 12 hommes et femmes triés sur le volet parmi un panel de personnes sélectionnées par les enquêteurs fédéraux. Quelques-uns semblaient compatissants, mais la plupart arboraient l'expression de personnes déjà décidées. La peur avait fait son œuvre. Le mot « assassin » avait été trop profondément ancré. Alors que le premier témoin montait à la barre, Kendall pensa à son père. Il se souvint des conversations discrètes qu'ils avaient tard le soir quand le monde semblait trop grand. Terence n'était ni un activiste ni un rebelle, juste un analyste de système doué pour déceler des tendances là où d'autres ne voyaient que du bruit. Mais au final, ce don lui coûta tout. Et quelque part, dans une chambre de motel tranquille, à 2 états de là, Walter Kane était assis avec cette même clé USB,
observant le procès se dérouler sur l'écran granuleux de l'hôtel, respirant lentement, se préparant à la tempête qui s'annonçait. 2 jours après le début du procès, la question n'était plus de culpabilité ou d'innocence, mais de théâtre. Une performance brutale, chorégraphiée avec précision, où chaque élément de preuve, chaque pose calculée et chaque regard du jury résonnait dans le même verdict avant même le début des délibérations. L'accusation, menée par le procureur adjoint d'Ellington, avançait avec une sorte d'arrogance clinique. Un par un, il a fait défiler à la barre une série de témoins, agents de sécurité, voisins, anciens collègues, chacun livrant des témoignages soigneusement préparés qui présentaient Kendall non pas comme un homme, mais comme une menace. Ils ont évoqué un comportement suspect, un sentiment antigouvernemental et de vagues. Des photos furent montrées, certaines authentiques, la plupart falsifiées. Des images de surveillance granuleuse, aux horodatages manipulés, défilaient sur les écrans, montrant Kendall prétendument pénétrer dans des zones interdites, rencontrer des individus anonymes dans des ruelles et participer à des rassemblements auxquels il n'avait jamais assisté. L'accusation les commenta, comblant les vides avec juste ce qu'il fallait d'assurance pour que les mensonges tiennent. Le pire, c'était le silence de Kendall. Non pas de culpabilité, mais d'épuisement. Dès son arrestation, il avait été coaché, contraint et séquestré. Son refus de se prêter à leur spectacle était désormais utilisé comme une preuve supplémentaire de défiance. Dellington n'eut même pas besoin d'élever la voix. Il laissa simplement planer le silence, puis haussa un sourcil vers le jury, comme pour demander « Quel genre d'innocent n'a rien à dire ?» Evan Griggs, l'avocat commis d'office de Kendall, ressemblait à un homme essayant d'arrêter une inondation avec une serpillière. Jeune, sous-payé et visiblement dépassé, il se tenait maladroitement dans son costume trop ample, protestant partout où il le pouvait. Mais le juge Billings repoussait ses efforts comme un père agacé chassant des mouches. Chaque objection était soit rejetée d'un coup de marteau sec, soit accueillie par un regard noir qui disait « Une dernière tentative et vous vous retrouverez en situation d'outrage ». Griggs s'efforçait de contenir ses mains, de suivre le rythme de l'accusation. Mais ses notes étaient confuses, et sa voix manquait de l'assurance nécessaire pour percer l'épais brouillard de partialité qui s'était installé dans la salle d'audience. À midi, le 2e jour, même le personnel du tribunal semblait se mouvoir avec une étrange léthargie, comme s'il attendait un train dont l'heure d'arrivée avait été annoncée des semaines auparavant. Les gardes s'appuyaient contre les murs, le regard vide. La sténographe, autrefois précise dans sa frappe, commençait à prendre du retard. Des murmures se faufilaient dans les couloirs, d'abord inoffensifs. L'issue du procès était déjà décidée. L'accusation avait le jury dans sa poche. Mais bientôt, les rumeurs s'assombrirent. Le sénateur Harlan avait passé des coups de fil. C'était le mot d'ordre. Il avait fait pression sur les donateurs. Il avait rappelé à certains responsables de l'État d'anciennes faveurs. Un avertissement avait été lancé, subtil mais sans équivoque. Si vous gouvernez mal, vous verrez le soutien fédéral se tarir. Même le gouverneur avait été mis au courant. On lui avait rappelé les contributions de campagne. On l'avait stimulé sur les votes de financement à venir. Toute la machine judiciaire avait été huilée par la pression et les promesses, et Kendall, un instituteur discret et déterminé à défendre la vérité, avait été jeté aux commandes. Le matin du 3e jour, Dellington entra dans la salle d'audience avec un sourire narquois un peu plus profond que d'habitude. Sa démarche était assurée, à la limite de la suffisance. Sa mallette s'ouvrit avec le flair d'un magicien dévoilant son dernier tour. Il annonça qu'il terminerait sa plaidoirie avant midi. Le jury, qui penchait déjà pour un verdict de culpabilité, entra en traînant les pieds, l'air endormi, comme si toute cette affaire était devenue une routine. Le juge fit à peine signe à la défense, griffonnant distraitement tandis que Dellington reprenait son monologue. L'atmosphère était lourde de certitude, de celle qui étouffe toute dissidence avant même qu'elle ne se forme. Et puis, une interruption. Evan Griggs,
d'ordinaire l'image même de la retenue nerveuse, se leva avec un malaise à la fois physique et émotionnel. Ses mains tremblaient. Sa voix était cassante, à peine audible au début. Il demanda à citer un témoin qui ne figurait sur aucune liste préapprouvée, un nom que le tribunal n'avait pas encore entendu, Walter Kane. Une secousse parcourut la salle comme une décharge électrique. D'abord la confusion, des sourcils froncés, des questions murmurées, puis l'incrédulité. Quelques rires, supposant que Griggs bluffait ou se débattait désespérément. Mais le sourire narquois disparut du visage de Dellington. Le juge Billings se redressa, les yeux plissés, calculateur. Il aboya à Griggs, lui rappelant qu'un tel nom n'avait jamais traversé son banc. Griggs, avec tout le sang-froid dont il était capable, insista. Walter Kane était dans le bâtiment. Il avait le droit de parler. Et soudain, la température de la pièce changea. Les portes s'ouvrirent en grinçant derrière les spectateurs, et un vieil homme noir s'avança. Sa démarche était lente, inégale, alourdie par l'âge ou une blessure. Personne ne pouvait le dire. Il portait un costume gris, froissé et démodé, du genre qu'un homme aurait pu porter aux funérailles de son frère 20 ans plus tôt. Mais ce n'étaient pas ses vêtements qui attiraient tous les regards. C'étaient ses yeux, perçants, clairs, prédateurs de la manière la plus méthodique. Walter Kane n'avait pas l'air confus ni désorienté. Il avait l'air d'un homme qui avait attendu ce moment depuis longtemps et qui n'avait aucune intention de le gâcher. Les rires retentirent néanmoins. D'abord dans la galerie, puis dans la tribune de presse. Un ricanement par-ci, un ricanement par-là. Même Harlan, assis dans le coin le plus éloigné, se pencha vers son assistant et murmura quelque chose avec un ricanement. Le jury échangea des regards, certains amusés, d'autres dédaigneux. L'image de Walter Kane, un vieil homme boiteux, vêtu d'un costume de seconde main, se dirigeant vers la barre des témoins, ne collait pas avec le spectacle qu'il regardait depuis 3 jours. Cela ne faisait pas partie du scénario. Mais Walter ne broncha pas. Il prêta serment, la main tremblante au contact de la Bible. Puis il ajusta le micro et commença à parler. La salle d'audience, toujours rieuse, se tut après la première minute. Il commença par des dates, précises, des notes envoyées à 2h03 du matin entre des serveurs cryptés reliés à un satellite militaire déclassé. Des virements électroniques acheminés par 4 sociétés écrans, toutes liées à une banque offshore aux Caïmans. Il mentionna les noms de juges, fédéraux, itinérants, et même un juge présent ce jour-là, dont les décisions avaient coïncidé avec des dons importants de lobbyistes de la défense. Il cita des communications internes, formulées dans un jargon bureaucratique qui révélait des dissimulations stratégiques de crimes de guerre commis à l'étranger. Chaque phrase tomba comme un marteau. Puis vint la mention de Terence Ricks. Terence, dit-il, n'était pas mort dans un accident de voiture. 2 semaines avant sa mort, il avait décrypté une chaîne de fichiers, une chaîne qui détaillait la réduction secrète au silence des lanceurs d'alerte au sein des agences de défense. Terence était un technicien, discret, méthodique, pas politique. Mais il était tombé sur les mauvaises archives. Les fichiers relièrent le sénateur Harlan à une vente d'armes qui avait mal tourné, causant des victimes civiles dont le Pentagone avait juré l'inexistence. Lorsque Terence tenta d'alerter quelqu'un de plus haut placé, le message fut intercepté. Il était mort 3 jours plus tard. Walter marqua une pause, laissant le silence s'installer à nouveau. Il sortit alors de son manteau une clé USB, sans étiquette, sans particularité, mais le poids qu'elle portait était dévastateur. Elle contenait des extraits du dernier message décrypté de Terence, des fichiers que Walter avait passé des nuits blanches à décoder. Les implications étaient cruciales. Collusion entre hauts fonctionnaires, répression des fautes militaires et campagne coordonnée visant à faire de Kendall Miles un bouc émissaire, considéré comme une menace pour la sécurité nationale, parce qu'il refusait de revenir sur sa déclaration selon laquelle Terence lui avait fait des confidences. Kendall était le dernier interlocuteur. Lorsque la voix de Walter se tut, plus personne ne riait,
Les journalistes avaient arrêté de taper, les mains figées sur leur clavier. Le juge Billings était immobile, les lèvres légèrement entr'ouvertes. Griggs s'assit lentement, incertain s'il venait de sauver son client ou d'ouvrir une porte infranchissable. Le sénateur Harlan, autrefois suffisant, fixait maintenant le témoin, la mâchoire serrée et des yeux qui trahissaient, pour la première fois, une sorte de peur. Le jury resta stupéfait. Certains fixaient Walter, d'autres Kendall, qui avait levé les yeux pour la première fois depuis 3 jours. La salle d'audience, autrefois théâtre de spectacle, donnait désormais l'impression d'être l'épicentre d'une situation crue et incontrôlable. Une situation de vérité. La salle d'audience sombra dans le chaos. Tout commença par un tremblement, une rupture momentanée du décorum, des murmures ondulants comme le vent dans des feuilles sèches, puis se transformant en un véritable tumulte, comme si la salle elle-même rejetait la révélation. Halètements, cris, corps se déplaçant sur des bancs trop étroits pour laisser place à la panique. Les journalistes se bousculaient pour obtenir des déclarations qui ne venaient pas, la sécurité se faufilant dans les allées avec des ordres inutiles pour rétablir l'ordre. Le marteau du juge retentit 1 fois, 2 fois, puis se tut. Le peu de contrôle qui existait jusqu'alors s'effondra sous le poids de ce qui venait d'être révélé. Les caméras furent interdites le lendemain. Le juge Billings, autrefois d'une arrogance inébranlable, demanda une suspension d'audience d'urgence, les mains tremblantes. Quelques heures plus tard, une annonce parvint de la voix fêlée d'un greffier. L'honorable juge Billings était tombé malade. Pas de détails, pas de date de retour. D'un coup, il disparut du banc. Des murmures suivirent la décision, se transformant rapidement en quelque chose de plus sinistre qu'une simple coïncidence. Car à sa place arriva le juge Leonard Crane, un nom que peu de gens en dehors du système judiciaire connaissaient, ni loué ni condamné, un homme dont l'impartialité ne se reconnaissait que par son absence de controverse. Mais dans ce vide, point de réconfort, seulement des questions. Son visage ne trahissait rien, mais derrière les portes closes, on disait qu'il ne quittait jamais des yeux le téléphone posé sur son bureau. Et les téléphones brûlaient. Au bureau du procureur général, les réunions se poursuivaient toute la nuit. Entre politique et panique, un surveillant fut dépêché. Un homme discret en costume gris, arborant un badge fédéral et des yeux comme de la pierre humide, posté silencieusement dans un coin de la salle d'audience, telle une relique. Pendant ce temps, le sénateur Harlan, autrefois un personnage quotidien des chaînes d'information, semblait avoir complètement disparu. Pas d'interview, pas de déclaration publique, pas même un tweet. Les marshals, autrefois chargés de protéger les témoins, furent discrètement réaffectés sans explication. Le remaniement était subtil, mais pour ceux qui y prêtaient attention, ils sentaient la stratégie, une affaire sombre et complexe se dénouant hors de la vue du public. Walter Kane, le fil fragile qui reliait tout, fut placé sous protection fédérale, transféré dans une planque secrète sous une nouvelle identité. Mais Evan Griggs ne s'y laissa pas faire. Protection était un mot qu'ils utilisaient à tort et à travers lorsqu'ils voulèrent faire disparaître quelqu'un, discrètement et proprement. Ils le constataient à la façon dont les agents évitaient les réponses directes, à la façon dont le dossier de Walter était cloisonné. Ils tentaient de gagner du temps, à la recherche de failles dans l'histoire de Walter, ou pire, à la recherche de Walter lui-même. Griggs était assis dans sa voiture ce soir-là, moteur éteint, la ville murmurant autour de lui, les phares s'éblouissant sur le pare-brise. Il resta immobile pendant un long moment. Il réfléchissait, repassant tout ce que Walter leur avait raconté. Chaque mot, chaque regard nerveux, chaque pause qui avait duré un instant de trop. Walter avait peur, certes, mais il y avait autre chose, une hésitation qui ne ressemblait pas à de la peur. On aurait dit du secret, comme s'il avait caché quelque chose. Le soupçon ne tarissait pas Griggs. Il était pressant et bruyant. Il retraça les pas de Walter, se replongeant dans un réseau de mouvements
qui s'étendait sur des semaines. Reçus de station-service, images de surveillance, un casier de train enregistré sous un pseudonyme qui ne correspondait à aucune des identités connues de Walter. L'endroit était enfoui dans un terminal poussiéreux à 2 comtés de là, un de ces endroits que le temps avait oubliés. Panneaux rouillés, ampoules vacillantes, café réduit en goudron. À l'intérieur du casier, scotché sous un double fond, se trouvait un disque dur noir, de ceux conçus pour résister aux incendies, aux inondations et aux regards indiscrets. Pas d'étiquette, pas de marquage. Mais Griggs sut instantanément que c'était la raison pour laquelle Walter n'avait pas dormi depuis des semaines. De retour dans son appartement, les murs semblèrent respirer lorsqu'il brancha le disque. Le premier dossier s'ouvrit avec un avertissement. Contenu crypté, le nom de Griggs résonna dans la pièce silencieuse, non pas 1, mais 3 fois lors de différents appels. Ils avaient prévu de mettre fin à sa carrière. Sa radiation n'était que le début. L'idée était de le rendre intouchable, publiquement discrédité, secrètement ruiné. Un autre extrait laissait entrevoir quelque chose de plus sombre. Une hypothèse qui n'en avait pas l'air. S'il continue à creuser, prévint Harlan, on s'assure qu'il disparaisse comme le précédent. Griggs resta assis dans la lueur de l'écran longtemps après la fin du dernier extrait. La pièce semblait plus froide. La ville, dehors, plus silencieuse. Tout était connecté maintenant. Billings, Harlan, Dellington, même Crane. Un réseau d'influence, tissé par l'ego et la peur, se défaisant à chaque vérité que Walter avait osé consigner. Il ne dormit pas de la nuit. Chaque heure qui passait lui semblait un compte à rebours vers quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Mais au matin, il se tenait devant le miroir, noua sa cravate avec une résolution prudente et sortit, la poitrine en feu, plus brûlante que tout ce qu'il avait connu depuis le début du procès. La 3e partie reprit sous le marteau du juge Crane. La salle d'audience, dépourvue de caméras, était lourde de la tension inexprimée de ce qui s'était déjà infiltré. Le surveillant fédéral était plus raide qu'avant, comme s'il doutait lui-même de la suite des événements. Walter n'était pas là. Son absence était une preuve en soi. Mais Griggs était prêt. Il s'avança dans le silence, fit face au tribunal et remit une enveloppe scellée. Le juge Crane l'ouvrit lentement, son regard scrutant la brève note que Griggs avait collée au-dessus avec un trombone. Pièce E, sonorisation audio acquise légalement en vertu du privilège du lanceur d'alerte. Il hocha la tête. Pas de théâtralité, pas d'objection. Juste un geste discret pour que l'huissier branche le système audio de la salle d'audience. Griggs inséra le lecteur. La première voix était sans équivoque. « Ce gamin, Cain, est instable. Si vous lui faites assez peur, il va céder. Assurez-vous simplement qu'il n'atteigne jamais ce poste. » C'était Dellington, et Harlan répondit d'une voix basse et venimeuse. « Alors assurez-vous qu'il ne quitte pas la prison. Jamais. » Des halètements claquèrent dans la salle comme de la glace se brisant sous les pieds. Certains se penchèrent en avant, d'autres reculèrent. Les jurés fixèrent le public, comme s'ils assistaient au procès pour la première fois. Même les mains du sténographe s'immobilisèrent en plein milieu d'une frappe. L'un des agents fédéraux, au fond, échangea un regard avec l'écran, puis sortit discrètement. Le juge Crane se figea. Pendant un long moment, il ne dit rien. Ses doigts frôlèrent le coin d'un bloc-notes. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Et dans ce silence, Griggs vit quelque chose de rare. Un changement. Le dénouement qui avait commencé par des murmures était maintenant un cri. Le pouvoir, autrefois ancré dans le marbre et la tradition, tremblait désormais sous le poids d'une vérité unique et indéniable. Ils étaient allés trop loin. Et enfin, quelqu'un observait. Ce qui suivit, au cours des 3 jours suivants, ne fut pas seulement un procès, c'était une prise de conscience politique, un lent et profond bouleversement qui se répercuta des murmures du tribunal jusqu'aux murs du Capitole. Le tribunal demeura l'épicentre, mais ses secousses se firent sentir dans les immeubles de bureaux, les couloirs du gouvernement et les salons privés,
où les hommes puissants riaient autrefois en fumant des cigares et enfouissaient les preuves sous les politiques et les procédures. Aujourd'hui, ces mêmes hommes regardèrent les retransmissions en direct, le visage pâle, les mains tremblantes au-dessus de leur verre de cognac. Le masque était tombé. Le sénateur Harlan, autrefois considéré comme intouchable, fut cité à comparaître le lendemain matin. Il arriva par une entrée latérale flanqué de ses assistants et de ses avocats, les commissures de ses lèvres esquissant un sourire qui ne convainquait plus personne. Les flashs des appareils photo s'allumèrent tandis qu'il marchait, mais l'assurance habituelle de sa démarche avait disparu. Dans la salle d'audience, il répondait aux questions avec la cadence assurée de quelqu'un habitué à l'esquive. Pourtant, son malaise était visible. Son cou rougit lorsque les enregistrements furent diffusés à voix haute, lorsque la cour l'entendit plaisanter sur le fait de maîtriser le récit. Lorsque Griggs diffusa l'extrait où Harlan avouait en off que Kendall n'était pas censé voir une salle d'audience, seulement une cage. Des exclamations de surprise résonnèrent dans la galerie comme le tonnerre, et le sénateur regarda le juge, cherchant une bouée de sauvetage qui ne venait pas. Le procureur général annonça peu après une enquête interne, une conférence de presse soignée, au langage soigné et à la panique à peine voilée. C'était une tentative de limiter les dégâts, tout le monde le savait. Le timing était trop précis, le ton trop rodé. Les mots « responsabilité » et « transparence » étaient répétés si souvent qu'ils en perdèrent leur sens. Mais le mal était fait. Le public, autrefois confus ou indifférent, était désormais attentif. Là où Kendall avait été réduit à une simple photo d'identité judiciaire et à un titre déformé, il était désormais décrit comme « le garçon pris au piège par des géants », une expression qui circulait en caractères gras sur les réseaux sociaux et les journaux qui avaient autrefois quasiment gravé sa culpabilité dans le marbre. Au soir du 3e jour, l'énergie au sein de la salle d'audience avait basculé. Là où il n'y avait eu auparavant que fatigue et effroi, il y avait maintenant du feu, un espoir prudent accroché au mur. La dernière journée commença dans un calme inquiétant, celui qui précède la tempête. Les gens arrivèrent tôt, formant de longues files d'attente pour obtenir une place et assister au dernier chapitre d'une histoire devenue un événement national. Les journalistes se rassemblèrent au fond, non plus dédaigneux, mais captivés. Même les plus cyniques d'entre eux avaient cessé de parler et se mirent à écouter. Griggs se tenait au premier rang, silhouette usée dans un costume qui ne lui allait plus. Il n'avait pas dormi, n'avait rien mangé d'autre qu'un café et un cracker de temps en temps depuis le début du procès. Mais lorsqu'il se leva pour prononcer sa plaidoirie, sa voix portait le poids de tout ce qu'ils avaient enduré. Chaque obstacle, chaque sourire narquois de l'accusation, chaque préjugé tacite qui avait assombri l'affaire depuis le premier jour. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il agrippa le pupitre. Mais sa voix, ferme, basse et aiguë, brisa le silence. Il ne commença pas par plaider l'innocence de Kendall. Il commença par démanteler le monde qui avait failli écraser le garçon. Un monde, dit-il, où la culpabilité était présumée non pas par les faits, mais par le profil. Un monde où Kendall était né dans un récit écrit bien avant qu'il ne prononce son premier mot. Il désigna non seulement les preuves, mais le silence qui les avait presque enfouies. Il se tourna lentement, s'adressant d'abord à la galerie, celle-là même où, quelques semaines auparavant, les journalistes avaient ricané lorsque Walter Kane avait témoigné. Certains de ces mêmes journalistes gardaient maintenant les yeux baissés, incapables de soutenir son regard. Il s'approcha de la barre des témoins, marquant une pause pour laisser ses paroles pénétrer. Il leur rappela qu'un juge, ce même juge, avait un jour levé les yeux au ciel lorsque Kane avait tenté de lire un document expurgé. Ce même juge était assis sans ciller, les doigts joints, comme s'il avait peur de bouger. Et finalement, Griggs se tourna vers la porte, l'entrée du tribunal où la mère de Kendall s'était effondrée 2 semaines auparavant, croulant sous le poids d'un chagrin excessif et d'un manque de justice. Il n'avait pas besoin de la nommer. Tout le monde s'en souvenait. L'image était devenue virale.
sa main tendue vers son fils, l'huissier hésitant entre la retenir ou la soutenir. Griggs laissa planer le silence. Il en disait plus long que tout ce qu'il aurait pu ajouter. Il conclut non pas avec enthousiasme, mais avec épuisement. Il dit qu'il n'avait plus de mots, que la vérité était déjà là, que tout ce qui allait plus loin ne ferait que la déprécier. Puis, sans tambour ni trompette, il s'assit, les épaules retombant pour la première fois depuis le début du procès. Le jury partit délibérer. 8 heures passèrent. Pendant ce temps, Kendall resta immobile, clignant à peine des yeux, respirant à peine. Ses paumes restèrent à plat sur la table de la défense, ses doigts immobiles. Griggs ne dit rien. Il se contenta de regarder la porte, et derrière lui, la salle se remplissait d'une tension silencieuse. Les journalistes chuchotaient, mais jamais trop fort. Même les huissiers semblaient silencieux, s'agitant au rythme des fidèles. Lorsque le jury revint, tout le monde se leva. Kendall se leva la dernière. Le président du jury ne s'arrêta pas. Les mots furent clairs et définitifs. Non coupable de tous les chefs d'accusation. Des exclamations de surprise résonnèrent. Des réactions audibles et viscérales fusèrent dans la salle comme des pétards dans un ciel sombre. Les journalistes se levèrent d'un bond. Certains pleurèrent. D'autres applaudirent. D'autres restèrent simplement plantés là, stupéfaits, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Griggs n'applaudit pas. Il s'effondra sur sa chaise, la tête penchée vers le plafond, les yeux rouges de soulagement qui ressemblaient plus à de l'épuisement qu'à du triomphe. Face à lui, la procureure principale referma son dossier sans un mot, l'air impassible, mais les épaules visiblement affaissées. Kendall resta figé, les yeux écarquillés. Puis, lentement, il leva le visage, regardant par les hautes fenêtres où un rayon de soleil filtrait à travers les nuages couleur orage. Pour la première fois depuis des mois, il sourit. Ni large, ni éclatant, juste une courbe douce, comme quelqu'un se souvenant de l'espoir. Devant le palais de justice, quelque chose d'autre commença à bouger. La nouvelle du verdict se répandit en quelques minutes. Mais plus que cela, quelque chose de plus profond avait déjà commencé depuis des jours, et maintenant, cela se faisait avec une force réelle. Les enregistrements audio avaient fuité, les cassettes complètes, inédites, brutales, honnêtes, des voix d'hommes riant de la facilité avec laquelle on contrôlait un jury, un juge admettant sa partialité, un agent fédéral avouant avec désinvolture que Kane avait trop d'intégrité pour qu'on lui confie des missions. Tout était là, partout. En quelques heures, le Capitole était en plein désarroi. Les téléphones n'arrêtaient pas de sonner. Des enquêtes étaient lancées au niveau étatique et fédéral. Les attachés de presse se précipitaient pour publier des déclarations qui ne semblaient pas préparées à l'avance. Les démissions ont commencé comme les premières pierres d'un raz-de-marée, discrètes, puis soudaines, puis impossibles à arrêter. D'abord, un juge fédéral en Géorgie, puis un fonctionnaire du ministère de la Justice, puis un haut responsable du procureur général. Les unes après les autres, elles tombaient, et derrière les gros titres, une vague de protestation a commencé à se former, pacifique, forte, résolue. Mais de tous ces mouvements et de ce bruit, un nom était remarquablement absent. Walter Kane. L'homme qui avait tout déclenché d'une voix tremblante et d'une valise pleine de documents avait disparu. Plus d'interviews, plus d'émissions spéciales de fin de soirée, plus de contrats de publication ni de tour d'honneur. Il s'est évanoui comme la brume au lever du soleil. Une seule lettre marquait sa sortie, manuscrite, soigneusement pliée et déposée sur le bureau de Griggs au petit matin suivant le verdict. On pouvait y lire, la prochaine fois, que la vérité soit plus forte que le rire. Il n'y avait pas de signature. Il n'y en avait pas besoin. Et pour une fois, elle l'était.